Alors, on va commencer. Donc, bienvenue à cette présentation sur pourquoi la course ou le yoga ne suffit pas. Quelques consignes pour commencer. Premièrement, sachez que ça va durer une quarantaine de minutes. Ça, c'est quand je la pratique, moi, tout seul. On va voir avec vous combien de temps ça dure. Ensuite, il va y avoir des questions et des réponses. Je vous l'ai dit, mais la présentation est enregistrée. Elle va être disponible demain sur YouTube. Je crois que c'est déjà fait, mais je vais vous demander peut-être, Nicole, je vais le faire moi-même, désactiver. Oui. Donc, je vais demander à tout le monde de désactiver le son. Je crois que je l'ai fait pour tout le monde, donc ça devrait être correct. Si jamais vous avez des questions et des commentaires, idéalement, on les garde pour la fin. Si vous voulez les envoyer dans le clavardage, il n'y a pas de problème, mais idéalement, gardez-les pour la fin. C'est toujours plus simple, je trouve, sur un appel virtuel plutôt que de se faire interrompre. Et puis, finalement, ben, ça tombe bien parce que je crois qu'il y a juste des femmes sur l'appel, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si toutes sont mères. En tout cas, je sais qu'il y en a une qui n'est pas mère. Mais sachez que pour la fête des mères, donc pour le mois de mai, si vous recevez mon infolettre mensuelle, vous allez voir ça aussi. Mais sachez que pour la lettre des mères, je vais offrir l'analyse de composition corporelle à 30 toutes taxes comprises. Je fais des reçus d'assurance. Et puis, je vous demande d'utiliser le code promo FDM, donc Fête des mères 2024. OK? Si vous ne savez pas c'est quoi une analyse de composition corporelle, vous allez le savoir très bientôt parce que je vais passer un bon moment là-dessus. Alors, on va commencer avec qui suis-je et qui est Forêt Mixte. Alors, je me présente, je m'appelle Joseph et je suis un ingénieur. Donc, j'ai commencé ma carrière en ingénierie. J'ai fait un bac en génie, j'ai fait une certificat en gestion de projet et j'ai fait ensuite un MBA au HEC Montréal. Et j'ai travaillé 20 ans comme ingénieur. J'étais gérant de projet de construction. Et là, la pandémie est arrivée. La pandémie est arrivée et je vous épargne les détails, mais je me suis remis en question. Crise existentielle de la quarantaine. J'avais 42 ans à l'âge, au moment. Et puis, finalement, j'ai décidé de poursuivre un rêve d'enfance qui était de devenir entrepreneur. Alors, quand j'étais ingénieur, en fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais quand j'étais ingénieur, je n'avais aucune idée quel service ou quel produit j'aurais pu vendre. Puis là, finalement, quand la pandémie est arrivée, ma copine m'a fait réaliser, tu sais, toi, tu es vraiment passionné par la santé, puis tu en connais quand même beaucoup, puis tu as un intérêt avec l'entraînement. Pourquoi ne pas être coach? Comme je vous dis, je vous simplifie l'histoire. Alors, j'ai décidé de faire ça, d'entreprendre une nouvelle carrière complètement. J'ai fait un certificat en nutrition, j'ai fait un certificat en conditionnement physique et ensuite un en sommeil, en gestion du stress et en récupération. Et j'ai également fondé Forêt Mixte, qui est une entreprise de coaching privé en saines habitudes de vie. C'est quoi les saines habitudes de vie? Eh bien, c'est relié à vos 4 piliers de la santé. Les 4 piliers de la santé, dans cet ordre, sont le sommeil, la gestion du stress, la nutrition et les activités physiques. Je dis dans cet ordre parce que si j'avais à les classifier, je les mettrais dans cet ordre, le sommeil étant le plus important, puis l'activité physique étant la moins importante, ou le pilier, donc le moins important. Juste que vous compreniez, les 4 sont super importants, mais si j'avais à les classer, ce serait dans cet ordre-là. Alors, Forêt Mixte s'occupe de diagnostiquer vos habitudes de vie actuelles pour ensuite vous remettre un rapport d'évaluation personnalisé sur ce que vous devriez changer, ce que vous devriez implanter et ce que vous devriez arrêter de faire parce que ça vous nuit. OK? Alors, le rapport d'évaluation, c'est quelque chose que j'ai développé. En fait, c'est surtout mon background d'ingénierie qui m'a aidé. Mon côté analytique qui a besoin de comprendre les choses avant de pouvoir émettre une hypothèse. Le rapport d'évaluation, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est 2 semaines de journaling. Donc, vous devez me remplir un journal quotidien pendant 2 semaines, pendant 14 jours. Et dans ce journal quotidien, vous avez une dizaine d'informations à me fournir à tous les jours. Okay? Par exemple, je vous donne 4 exemples. Vous avez, par exemple, les heures de sommeil et de coucher, les heures de coucher plutôt et de réveil. Vous avez votre niveau de stress de la journée. Vous avez des photos de vos repas. Et puis, vous me listez vos activités physiques. Okay? Vous faites ça pendant 2 semaines. Et après ça, je vous prépare votre rapport d'évaluation personnalisé
sur les 4 piliers de la santé, puis comme je vous ai dit, avec des recommandations dans chacun des 4 piliers de ce que vous devriez changer, implanter ou arrêter de faire carrément. La santé chez Forêt Mixte, elle est représentée par ce graphique. Okay? Donc, c'est moi qui ai fait ce graphique. C'est une première ébauche. Il va peut-être évoluer avec le temps, mais ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est que aujourd'hui, si j'avais à vous demander, c'est quoi votre état de santé sur 100? Tu sais, si vous aviez à vous donner une note sur 100%, OK? Est-ce que c'est 75%? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 25%? Tu sais, tout le monde est capable de se donner une note de combien il se considère en santé. Bien, sachez que la note que vous allez vous donner, elle est à 80% explicable par les habitudes de vie que vous décidez ou non d'adopter. OK? Est-ce que vous voulez vous coucher 1 heure plus tôt? Est-ce que ça vous tente de faire votre méditation ce soir pour gérer la crise avec le patron? Est-ce que vous allez manger une gaufre de plus ou vous allez arrêter là? Est-ce que vous allez sortir faire de l'activité physique? Les habitudes de vie, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est entièrement sous votre contrôle. Il n'y a personne d'autre qui peut vous imposer, en tout cas, normalement, pas quand vous êtes adulte, peut-être enfant, mais quand vous êtes adulte, il n'y a personne qui peut vous imposer d'appliquer des habitudes de vie, des saines habitudes de vie. Donc, 80% de votre état de santé va être expliqué par les habitudes de vie que vous avez actuellement. J'ai mis 80%, mais ça pourrait être beaucoup plus. Tu sais, si vous appliquez toutes vos habitudes de vie parfaitement, il y a des chances que vous arriviez à un état, à expliquer votre état de santé jusqu'à 95%, par exemple. OK? Et le reste, le 20% qui reste, moi, c'est ce que j'appelle les facteurs externes dont vous n'avez pas de contrôle, c'est-à-dire le chiro, le médecin, le physio, le rhumatologue, l'ostéo, le masso. C'est des professionnels de la santé, c'est des solutions qui sont externes à vous, donc que vous allez aller devoir chercher. Ça va constituer le reste du 20% ou si c'est moins, qui va faire que votre état de santé est ce qu'il est aujourd'hui. Chose importante à noter, c'est là, on a 80-20, mais ça peut être de l'autre côté aussi. Votre état de santé, si vous n'avez aucune habitude de vie, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous avez implanté aucune habitude de vie actuellement, il est possible que le 20%, là, les facteurs externes, il est possible qu'ils soient beaucoup plus importants. Et malheureusement, c'est ce qui arrive avec la population vieillissante. T'sais, plus on vieillit, plus on dépend de notre médecin, de notre chiro, de notre ostéo, de notre masso et ainsi de suite. Alors moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous prenez tout ça, tous ces facteurs-là en main, là, donc les saines habitudes de vie, bien, vous seriez capable probablement d'expliquer jusqu'à 80 ou de justifier, là, ou pas de justifier, mais vous seriez capable donc, l'état de santé, la note sur l'état de santé que vous êtes donné, il y a 80% qui va être explicable par ces facteurs-là. Sur ce, on commence la présentation. Là, je vais, désolé, je vais vous passer à travers 4 études de cas. OK? Les études de cas, c'est des analyses de composition corporelle. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous ai dit que je le ferai pour la fête des mères à un prix promotionnel. On va passer à travers 4 analyses de composition corporelle. Et ce que je veux vous démontrer, vous expliquer, c'est que finalement, au final, ce que je veux vous démontrer, c'est que le yoga et la course ne sont pas suffisants. Mais ils sont très bien. J'ai absolument rien contre le yoga et la course, mais je veux vous expliquer pourquoi ils ne sont pas suffisants. OK? Alors, on va regarder le premier cas. On va passer un petit peu plus de temps sur le premier, juste pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui est à l'écran. Notre premier cas, c'est un homme dans la trentaine, en surpoids, qui fait du yoga. Le MMS, donc la première barre que vous voyez en haut, c'est masse musculaire squelettique. Okay? C'est la masse musculaire. C'est ce qui nous intéresse. Et là, si vous voyez, il y a une échelle en pourcentage et l'échelle pour cet homme dans la trentaine se termine autour de 97%. Okay? Alors, ce que je vous écris, c'est que cet homme a 3% moins de masse musculaire. C'est-à-dire que l'échelle qui est en haut, c'est une comparaison de la masse musculaire de notre sujet
avec d'autres hommes de sa grandeur. OK? Donc, rappelez-vous de ça. La première échelle qu'on va voir en haut, c'est tout le temps le sujet en comparaison avec les gens du même sexe et de la même grandeur. OK? Parce que en théorie, les gens de la même grandeur ont la même masse musculaire. Alors, on les compare avec des gens de la même grandeur. Alors, cet homme-là, on note, première chose, que par rapport à ses pairs, donc des hommes de sa grandeur qui est inconnu dans ce cas-ci, ben, il a 3% moins de masse musculaire. Ensuite, on va aller voir le petit bonhomme qui est en bas. Et là, le petit bonhomme qui est en bas, ce qu'il démontre ou ce qu'il vous montre, en fait, c'est votre masse musculaire répartie dans votre corps. Donc, comment votre masse musculaire est répartie dans vos bras, dans votre tronc et dans vos jambes. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les pourcentages. Alors, quand le pourcentage est au-dessus de 100%, ça veut dire que la masse musculaire dans cette région, elle est suffisante. OK? Plus elle est au-dessus de 100%, admettons vous aviez 110, 115, 120, ben, ça veut dire que vous avez un gros surplus. OK? Donc, par exemple, dans notre cas de l'homme de la trentaine, on voit que les bras sont en moyenne, mettons, 1% plus musclés que nécessaire. OK? Donc, cet homme-là a un surplus de 1% de muscle dans les bras. Ensuite, si on regarde au niveau du tronc, donc les muscles posturaux, on remarque même chose, il y a environ 1% de surplus de masse musculaire au niveau du tronc. Et si on regarde les jambes, ben là, on note des pourcentages qui sont beaucoup plus bas, qui sont en moyenne 15% plus bas. Donc, il y a un manque de masse musculaire d'environ 15% dans les jambes. Ça ne veut pas dire que le gars n'est pas capable de marcher, mais ça veut dire qu'il se fatigue vite des jambes. Que ce soit en randonnée, que ce soit juste à marcher, à aller à l'épicerie à pied, que ce soit pour faire de la course, peu importe, dès qu'il est sur ses jambes, il va avoir tendance à se fatiguer rapidement parce que présentement, il lui manque un 15% de masse musculaire. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai choisi cet homme dans la trentaine, en fait, ce cas numéro un, c'est parce qu'il représente le yogiste typique. OK? Les gens qui font du yoga, la majorité des gens qui font du yoga puis que je vois sur ma machine d'analyse de composition corporelle, ils ressemblent à ça. C'est-à-dire, quand on regarde le petit bonhomme en bas, ils ont un haut du corps qui est musclé, qui est normalement plus musclé que le 100%, donc plus musclé que nécessaire. Et ils ont un bas du corps qui l'est moins. OK? Ça, c'est un format typique d'un yogiste. Et n'hésitez pas si jamais il y avait quelque chose avec le son ou la voix, sinon je continue. Notre deuxième cas, c'est une femme dans la quarantaine qui est une coureuse. Elle a fait de la course. Et donc, premièrement, on va regarder sa masse musculaire, le MMS en haut. Alors là, on la compare aux autres femmes de sa grandeur. Et ce qu'on note, c'est qu'elle a 5% moins de masse musculaire. OK? Première observation. Ensuite, quand on regarde le petit bonhomme en bas et on fait la même analyse que tantôt, la première chose qu'on va remarquer, c'est que les bras sont en moyenne 4% moins musclés qu'ils ne devraient l'être. OK? Et le tronc, 1,4%. Il manque environ 1,4% au niveau des muscles posturaux. En contrepartie, si on regarde les jambes, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a des jambes qui sont en moyenne, admettons, 2,5% plus musclées que nécessaire. OK? Et vous avez peut-être commencé à comprendre pourquoi j'ai choisi ce cas-là. Ben, cette femme de 40 ans ou dans la quarantaine, elle représente le cas typique d'une coureuse. Alors, elle est exactement l'inverse du yogiste. Les coureurs, coureuses ont des jambes normalement plus musclées que nécessaire. Et le haut du corps et les bras, eux, sont moins musclés que nécessaire parce que quand on court, ben, les bras, on n'en a pas vraiment besoin. Oui, on a besoin du tronc, mais on ne fait pas vraiment d'entraînement pour le tronc. Les muscles du tronc ne sont pas tant sollicités que ça, disons, par rapport à un entraînement avec des poids haltères. Alors, encore une fois, ça, c'est votre exemple typique d'un coureur ou d'une coureuse. Donc, musclé en bas et moins musclé en haut. Alors, je continue.
avec notre cas numéro 3, qui est encore une femme dans la cinquantaine et qui fait de la calisthénie. Et pour définir la calisthénie, c'est tout ce qui est poids du corps. Donc, ça peut être des push-ups, ça peut être des pull-ups, ça peut être des squats, ça peut être des lunges, des fentes en français. C'est vraiment, elle fait des entraînements avec son poids du corps. Elle ne va pas nécessairement au gym, elle peut faire tout ça chez elle ou dans un parc. Alors, on fait encore le même genre d'analyse. Première chose qu'on remarque qui est surprenante, c'est qu'elle a une masse musculaire, le MMS, qui est 17% supérieure que ses pairs. Donc, elle a 17% plus de masse musculaire que les femmes de sa grandeur. Okay? C'est quand même impressionnant, ça. Ensuite, on va aller voir au niveau je l'appelle le petit bonhomme, mais au niveau de la répartition du muscle dans le tronc, dans le corps. Et je pense que vous commencez à être habitués, mais ce qu'on remarque, c'est que les bras sont en moyenne 12% plus musclés que nécessaire. Et le tronc est en moyenne 7% plus musclé que nécessaire. OK? Donc, elle a un haut du corps qui est, on peut le dire, là, extrêmement musclé. Quand on regarde les jambes, par exemple, c'est quand même surprenant. Elle a des jambes où est-ce qu'il manque environ 2% de masse musculaire. OK? Donc, sans rentrer dans le détail, on pourrait supposer que cette femme doit faire peut-être beaucoup de push-ups, beaucoup de pull-ups, mais elle fait rien pour les jambes. Pour nommer un exemple de la culture populaire québécoise, elle chest-bras, mais elle ne fait rien dans les jambes. Elle ne fait jamais de jambes. Donc, c'est un autre exemple de comment vos entraînements ont un impact sur la masse musculaire de votre corps. OK? Et puis, pour clore les décennies chronologiques, là, si on veut, j'ai choisi un homme qui est dans sa soixantaine et lui qui a fait du cardio toute sa vie. Et le cardio, pour moi, c'est très large. C'est un homme qui était, qui allait autant faire du jogging qu'il allait aller jouer au hockey l'hiver ou peut-être faire du vélo, du soccer. Toutes les activités considérées cardio, il a tout le temps été actif toute sa vie, toujours fait du cardio. Alors, même analyse, on regarde le MMS, on remarque qu'il manque environ 6% de masse musculaire quand on le compare aux autres hommes de sa grandeur. Et quand on regarde au niveau de la répartition de la masse musculaire, on note qu'il y a environ 9% au niveau des bras qui manquent. Il manque 7% au niveau du tronc et il manque environ 4% au niveau des jambes. OK? Donc, on se dit, c'est sûr, c'est un homme qui est dans la soixantaine. Peut-être que c'est une raison pour laquelle il est en bas de 100%. Peut-être que non. Je vais vous en parler un peu plus tard, vous allez voir. Donc, ça, c'était nos 4 études de cas. C'était vraiment pour vous donner la sauce un peu, pour ceux qui ont... je connais quelques personnes sur l'appel, je sais que vous avez fait l'analyse de composition corporelle, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est ça l'information que ça vous donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé de ces études de cas? Je crois que la première chose qui est vraiment importante et sur laquelle je mets beaucoup d'emphase quand les gens viennent faire une analyse de composition corporelle, je mets beaucoup d'emphase, en fait, je leur dis envoyez-moi vos tantes, oncles et cousins et cousines, c'est que c'est vraiment pertinent l'analyse de composition corporelle. Ce n'est pas un outil pour voir combien je pèse, c'est vraiment pertinent. On est capable de voir qu'est-ce qui se passe avec notre masse musculaire. Il y a beaucoup de gens qui vont se concentrer sur la masse grasse quand ils font l'analyse de composition corporelle. Vous avez noté que je ne vous en ai pas parlé de la masse grasse et que je ne vous en parlerai pas parce que ce n'est pas le sujet de la conversation aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la masse musculaire parce que vous serez tous d'accord avec moi, je crois, quand je dis que la masse musculaire, elle est très difficile à acquérir. OK? La masse grasse est beaucoup plus facile, malheureusement. Là. En 30 jours, en mangeant du McDo 3 fois par jour, je suis capable d'accumuler de la masse grasse, mais ce n'est pas vrai pour la masse musculaire. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de protéines, beaucoup de temps à investir. Alors, première chose qu'on apprend de ces études de cas, c'est la pertinence d'une analyse de composition corporelle. Ensuite, l'autre chose qui est pertinente, qui ressort de ces études de cas, c'est qu'on voudrait avoir une masse musculaire qui est équilibrée et qui est au-dessus de 100%. OK?
Le 100% va de soi. Je pense que vous avez compris maintenant que si vous êtes à 100 et plus, ça veut dire que présentement, vous avez assez de masse musculaire dans ce membre-là pour vous supporter. Alors, ça va de soi. Comme je vous ai dit, on en veut plus que 100% idéalement. Et on veut quelque chose d'équilibré. Là, je vais prendre l'exemple de notre femme qui était dans la cinquantaine. Vous vous rappelez, elle était très musclée du haut du corps et elle avait des jambes qui étaient juste en bas de 100%, qui étaient 2% moins musclées. Ben, tu sais, idéalement, on voudrait quelque chose de musclé. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir une préférence pour une région du corps plutôt que l'autre. Mais en réalité, pour bien vieillir, on veut un équilibre en toute chose, incluant en masse musculaire. Alors, si vous aviez à me demander, je vous dirais que probablement que les jambes sont la partie la plus importante. Alors, on veut que les jambes soient suffisamment musclées. Ensuite, on voudrait que ce soit le tronc. Et ensuite, on voudrait que ce soit les bras. OK? Donc, ça partirait du bas vers le haut. Pourquoi? Ben, tu sais, parce que, on veut être mobile, on veut être autonome toute notre vie, donc on a besoin de jambes pour ça. Après ça, on va être capable de se tenir debout. On ne veut pas être évaché dans un fauteuil ou dans un lit, pire que ça. Et puis les bras, c'est vraiment la partie la moins importante, bien qu'elle reste importante, mais tu sais, un manque de musculature dans les bras, ça se compense. Il y a des façons de passer à travers votre vie quand même. Mais bref, on veut un équilibre. Troisième chose qui est importante à noter dans ces études de cas, et particulièrement peut-être pour le monsieur de 60 ans, je vous ai dit, c'est peut-être à cause de son âge qu'il est plus musclé comme ça. Eh bien, justement, on veut parler de sarcopénie. La sarcopénie, pour ceux qui ne le savent pas, pardon, c'est un syndrome d'atrophie musculaire qui affecte 100% de la population. Alors, atrophie musculaire, ça veut dire que vos muscles, qu'ils ont un certain volume, imaginez-vous, ça c'est votre muscle de cuisse, là, si on le coupait en transverse, là, ben, l'atrophie musculaire, ce que ça veut dire, c'est que le volume va réduire comme ça, va diminuer avec le temps. Donc, vous faites de l'atrophie musculaire. Le contraire d'atrophie, c'est de l'hypertrophie. Quand les muscles grossissent, c'est de l'hypertrophie. Quand ils diminuent, c'est de l'atrophie musculaire. Alors, la sarcopénie, c'est un syndrome qui affecte 100% de la population. C'est donc dire que vous ne pouvez pas l'arrêter, mais vous pouvez le ralentir. C'est un syndrome qui est sur la liste de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2016 seulement. Puis quand je dis sur la liste, l'OMS a une liste, je n'ai pas fait la recherche pour voir comment ça s'appelle, mais l'OMS tient un registre des pathologies humaines potentiellement problématiques pour l'humanité. Tu sais. Donc, qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur l'humanité, sur l'humain en général? Ben, en 2016 seulement, ils ont mis la sarcopénie. Pourquoi si tard? Selon moi, c'est probablement parce que, tu sais, on en parle depuis longtemps que la population est vieillissante, mais je crois qu'on commence à avoir des signes de plus en plus probants, là, surtout depuis la pandémie, avec beaucoup de gens qui sont partis en pré-retraite. Mais la population vieillit et je crois que c'est dans 10 ans, une dizaine d'années, qu'on dit que la population vieillissante va être plus populeuse que la jeune population. Bien entendu, tout ça, ça va être un problème si les gens ne sont plus capables de s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Et pour être autonome dans votre vie plus tard, vous avez besoin de muscles. C'est aussi simple que ça. Le muscle va vous permettre d'être autonome jusqu'à vos vieux jours. Et finalement, un autre concept que dont je veux vous parler pour la sarcopénie, c'est quelque chose qui s'appelle l'obésité sarcopénique. Et vous allez voir, la prochaine diapo va être très compréhensible, j'espère. Mais obésité sarcopénique, ce que ça veut dire, c'est une combinaison de l'obésité, donc en fait, j'aurais dû le mettre en premier, mais donc une augmentation de 1 livre de masse grasse par année. Ça, c'est l'obésité. Donc, en moyenne, surtout les sociétés occidentales, en moyenne, vont prendre 1 livre de masse grasse par année. Okay? Ça, c'est le chiffre qui est utilisé quand on parle d'obésité moyenne. Donc, normalement, sur 40 ans, vous allez prendre, on pourrait dire, 40 livres de masse grasse. Okay? Donc, ça, c'est l'obésité.
Et sarcopénie, ça veut dire que votre masse musculaire est en train de réduire, comme je vous ai dit. Et là, le chiffre qu'on va utiliser, c'est le premier point, là, c'est une diminution d'1% de la masse musculaire par année. OK? Pour ceux qui n'aiment pas trop les mathématiques, regardez le prochain graphique. Je crois que c'est plus parlant. Alors, j'ai baptisé ce monsieur Luke parce que je trouvais qu'il ressemblait un peu à Luke Skywalker. Alors, Luke à gauche, il a 30 ans et Luke à droite, il a 75 ans. OK? En vert, vous avez le poids de Luke, donc le poids total. Alors, à gauche, à 30 ans, Luke pèse 197 livres et à 75 ans, Luke en pèse 211. Donc, il a pris 14 livres en 45 ans. 14 livres en 45 ans, c'est quand même super. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très heureux de prendre 14 livres en 45 ans. Là où ça se gâte, c'est quand on regarde ce qui se passe avec la masse grasse et la masse musculaire de Luke. OK? Donc, si vous regardez la masse grasse en premier qui est sur la ligne orange, ce que vous notez, c'est qu'à 30 ans, il avait 46 livres de masse grasse et à 75 ans, il est rendu avec 92 livres de masse grasse. OK? Donc, la masse grasse a essentiellement doublé en 45 ans. Et on fait la même analyse pour la ligne bleue qui est la masse musculaire. La masse musculaire passe de 86 livres, elle descend jusqu'à 54 livres. Okay? Ça, c'est les chiffres que je vous avais donnés juste avant, là, le 1% de diminution de masse musculaire, puis une livre de plus de masse grasse par année. Alors, imaginez-vous le Luke à 30 ans puis le Luke à 75 ans, ils ont juste 14 livres de différence l'un et l'autre, mais ils n'ont pas du tout la même composition corporelle. On peut s'entendre que le Luke à 75 ans va avoir beaucoup plus de misère à se mouvoir que le Luke à 30 ans. Ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de combinaison, dans ce cas-ci, de sarcopénie avec une obésité, donc avec une masse grasse qui s'est accumulée. OK? Pour la prochaine, ouais, voilà. Pour la prochaine diapo, je me suis amusé un petit peu. Alors, étant anciennement ingénieur et aimant les graphiques et les données et les comparaisons, ben, j'ai pris toutes les analyses de composition corporelle que j'ai fait depuis que j'ai ma machine de bioimpédance et je les ai mis sur des graphiques comme vous pouvez voir. Alors, j'ai mis 169 femmes et 148 hommes, les données, là, bien entendu. Ça vous donne donc le graphique qui est à gauche, c'est les femmes, à droite, c'est les hommes. En bleu, vous avez la masse musculaire au niveau des bras. En orange, vous avez la masse musculaire au niveau du tronc. Et en vert, vous avez la masse musculaire au niveau des jambes. Deux choses qu'on remarque tout de suite quand on voit ce graphique-là. Et tu sais, j'ai quand même une bonne population, mais pas énorme non plus, là. Si on regarde juste les femmes, 169 femmes, c'est quand même une bonne analyse, mais c'est sûr qu'avec le temps, ça va être plus intéressant. Mais deux choses qu'on remarque tout de suite quand on regarde les graphiques, c'est que toutes les courbes, donc que ce soit la bleue, l'orange, la verte, tout est en pente descendante. OK? À partir de 20 ans, donc désolé si vous n'avez pas en fait compris, mais j'ai répertorié les femmes et les hommes en tranches d'âge, donc de 20 à 29 ans, de 30 à 39, 40 à 49 et ainsi de suite. Alors, on remarque que de la vingtaine jusqu'à 70 ans et plus, ben, tout est en train de descendre. Toute la masse musculaire est en train de descendre, autant chez les hommes que chez les femmes. La deuxième chose qu'on remarque que j'ai trouvé intéressante, c'est que la courbe verte, donc les jambes, est tout le temps plus basse que la courbe orange, qui est le tronc, qui est tout le temps plus basse que la courbe bleue, qui est les bras. OK? Alors, ce que ça veut dire, c'est que les jambes sont tout le temps moins musclées que le tronc et que les bras, finalement. C'est dans cet ordre-là. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps, si j'avais à choisir, je voudrais des jambes musclées, ensuite je voudrais un tronc musclé et ensuite je voudrais des bras. Les bras, c'est vraiment les moins importants. Ben, ce qu'on voit ici, c'est exactement l'inverse. Puis, je ne pourrais pas vous dire combien la masse grasse explique ces résultats-là, parce que c'est sûr qu'en augmentant notre masse grasse, ben, nos jambes deviennent relativement moins musclées.
Alors, je ne pourrais pas vous dire dans quelle proportion la masse grasse a fait des effets ou la sarcopénie, mais on note quand même que les jambes sont tout le temps moins musclées que le tronc, qui est tout le temps moins musclé que les bras, alors qu'on voudrait l'inverse. Donc, voilà pour la première partie qui était vraiment une explication un peu là, de tout ce qui est sarcopénie, masse musculaire, répartition dans le corps et ainsi de suite. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vois qu'on est rendu à 11. J'attire les foules. C'est excellent. Je suis content. On continue. Alors là, je vais vous donner un petit cours d'anatomie 101 qui va durer 2 diapos si vous demandez combien ça dure. Je veux vous parler de muscles, OK? Puis particulièrement, je veux vous parler de muscles squelettiques. Puis vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Ça va être très clair, j'espère, d'ici la fin de la présentation. Les muscles squelettiques, ce sont tous les muscles qui font bouger votre squelette. C'est pour ça qu'on les appelle muscles squelettiques. Okay? C'est donc les muscles que vous allez utiliser quand vous allez courir, marcher, grimper, sauter, faire du vélo. Comme quand vous allez bouger, vous allez utiliser vos muscles squelettiques. Tous les muscles squelettiques sont composés de 3 types de fibres. Donc, les fibres 1, les 2A et les 2B. Alors, vous comprendrez que les 2A et les 2B sont des cousines germaines. C'est pour ça qu'elles ont juste une lettre de différence. La première chose qu'on va regarder pour ces fibres musculaires, c'est leur facilité à s'hypertrophier. Rappelez-vous, hypertrophie musculaire, ça veut dire que le muscle augmente en volume, donc on est en train de prendre de la masse musculaire, alors qu'atrophie, c'est l'inverse, les muscles sont en train de réduire en volume. Vous devinerez que l'hypertrophie est importante parce que si vous voulez avoir des jambes plus musclées, ben vous allez devoir faire de l'hypertrophie musculaire sur vos jambes, sur les muscles de vos jambes. OK? Alors, si on regarde l'hypertrophie pour les fibres musculaires de type 1, on note que l'hypertrophie, elle est légère. Pour les types 2A, on note que l'hypertrophie est importante et les 2B, on note qu'elle est modérée. Alors déjà, ça vous donne une indication de quelle fibre musculaire on devrait travailler si on cherche à équilibrer notre corps. Tu sais, disons le yogiste qui veut avoir des jambes plus musclées, ou c'était une coureuse qu'on avait eu, notre coureuse de 40 ans qui voulait avoir un haut du corps plus musclé. Bien, ce que ça nous dit ici, c'est qu'il faudrait qu'ils travaillent sur la fibre musculaire de type 2A. Okay? Je ne sais plus si je l'ai mentionné, je vais le rementionner, mais tous vos muscles ont les 3 types de fibres, les 1, les 2A et les 2B. Et puis, dépendamment de vos entraînements, bien, vous allez exprimer un type ou l'autre, plus ça dépend de ce que vous allez faire. Okay? Mais sachez que tous les muscles ont les 3 types de fibres, puis après, ça dépend comment vous les entraînez qui vont se développer. Deuxième chose qu'on regarde, c'est la fatigabilité, donc à quelle vitesse ces muscles se fatiguent quand on les contracte. Les types 1, les fibres musculaires de type 1, elles se fatiguent essentiellement pas. OK? Que vous soyez en train de courir 20 minutes, 1 heure, ou que vous faites des super Ironman qui durent 48 heures, ben, les types 1, elles sont infatigables. Okay? C'est entre autres vos muscles de posture. C'est une des raisons pour laquelle vous êtes capable de rester debout toute une journée. Parce que vous avez dans vos muscles posturaux, vous avez surtout une prédominance de type 1. Les types 2A, elles vont se fatiguer plus rapidement, de 20 à 300 secondes, donc de 20 secondes à 5 minutes. Et les 2B, elles se fatiguent super vite. Pensez à un sprint. Si je vous demande de faire un sprint de 100 mètres, ben, ça va être vos 2B que vous allez utiliser. Et finalement, l'emplacement anatomique de ces et puis là, je devrais spécifier, c'est l'emplacement anatomique, pas des fibres musculaires, mais des muscles. OK? Donc, des muscles qui ont une dominance de type 1 ou une dominance de 2A et de 2B. OK? Alors, les types 1, elles sont surtout répertoriées ou trouvées dans des muscles qu'on appelle des muscles profonds. Puis on va y venir la prochaine diapo si vous ne savez pas c'est quoi un muscle profond. Alors que les 2A et les 2B, là, les cousines germaines, elles sont surtout dans les muscles superficiels. Okay? Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, que tous les muscles ont les 3 types de fibres. Bien, pour les types 1,
elles sont surtout dans les muscles profonds. OK? Elles apparaissent ailleurs, mais elles sont surtout dans les muscles profonds, alors que les 2A et les 2B, elles sont surtout dans les muscles superficiels. Qu'est-ce qu'un muscle profond? Qu'est-ce qu'un muscle superficiel? Euh, bon, vous le voyez tout de suite, là, le modèle à gauche et à droite. D'un côté du modèle, je vous ai mis muscles superficiels et de l'autre côté, c'est les muscles profonds. Les muscles profonds, c'est les muscles qui sont cachés par les muscles superficiels. C'est les muscles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que moi, quand je vais à la plage et que je regarde quelqu'un qui est musclé, ce que je vois, ce sont ses muscles superficiels. Donc, à gauche, par exemple, j'ai encerclé en rouge le pectoral droit. Alors, vous voyez, ça, c'est le muscle superficiel, c'est le grand pectoral qu'on l'appelle. Et si on enlevait le grand pectoral, ben, on aurait, ben, si vous regardez tout de suite à droite du modèle, là, vous voyez, il y a des côtes puis il y a des petits muscles. Ça, c'est les muscles profonds. OK? Donc, ça, c'est les muscles qui vont aller attacher notre squelette ensemble, qui vont nous permettre de tenir une belle posture. Euh, donc, ça, c'est pour le côté vu d'en avant, là, si vous regardez le modèle à gauche. Et si vous regardez à droite, ben, je vous ai donné un autre exemple avec le grand dorsal. Je vous ai encerclé en rouge le grand dorsal. Ça, le grand dorsal, c'est quand vous voyez quelqu'un dans l'arrière qui a comme un V dans le dos, là, ben, c'est son grand dorsal. Et puis, si on enlève le grand dorsal, ben, on peut voir il y a des muscles comme ça, striés là, en diagonale, qui sont des muscles profonds. OK? Donc, on vient à la dernière diapo. Et puis, on va parler maintenant spécifiquement d'entraînement. Donc, j'espère que vous commencez à faire les liens. Au début, je vous ai montré à quoi ça ressemble des gens, dépendamment de leur activité physique, à quoi leur masse musculaire ressemble, dépendamment de leur activité physique. Là, je vous ai expliqué c'est quoi les muscles qui sont hypertrophiables, à quelle vitesse ils se fatiguent, puis où est-ce qu'ils sont situés. Maintenant, on va vraiment parler d'entraînement. Donc, ma première suggestion, qui est la méthode que j'utilise avec mes clients, c'est de commencer avec des entraînements qui s'appellent, qu'on dit de type force-endurance. OK? On les appelle force-endurance parce qu'ils travaillent l'endurance musculaire et ils travaillent la force. Alors, ce n'est pas de l'endurance pure et dure, ce n'est pas de la force pure et dure, c'est dans le milieu, si vous voulez, de force-endurance. Les entraînements de force-endurance, c'est lorsqu'on utilise des poids qui varient de 30 à 67 du 1RM, je vais y revenir, ou lorsqu'on fait des contractions musculaires qui durent de 60 à 300 secondes. Le 1RM, ça veut dire une répétition max ou une répétition maximum, c'est-à-dire, admettons que je fais un squat avec une barre sur mes épaules et que je suis capable de mettre 100 livres sur cette barre et que je peux faire une seule répétition, bien, le 100 livres devient une répétition maximum. OK? Donc, ma 1 RM, c'est 100 livres. Alors là, ce que je vous dis, c'est que pour vous entraîner en force endurance, il faudrait utiliser, pour l'exemple du back squat, ou du squat, pardon, il faudrait utiliser une barre avec des poids qui varient de 30 livres à 67 livres. OK? Si vous n'avez pas de barre chez vous puis que vous n'en avez pas de besoin, parce que si vous commencez à vous entraîner, souvent le poids du corps, c'est suffisant, bien, vous y allez avec le temps. Si vous êtes capable de faire une contraction pendant 1 à 5 minutes, de 60 à 300 secondes, ça veut dire que vous êtes dans de la force endurance. C'est-à-dire que si vous faites des squats, commencez à faire des squats, tout ça, puis là, après 1 minute et demie, vous n'êtes plus capable d'en faire un, bien, vous avez fait de la force endurance. OK? Donc, vous êtes entraîné en force endurance. Les entraînements en force endurance, ils travaillent vos fibres musculaires de type 1 et 2A. OK? Donc, rappelez-vous, les 1, ce sont les fibres endurantes qui sont peu hypertrophiables. C'est pour ça qu'on appelle ça force endurance, à cause du mot endurance. Et 2A, ce sont les fibres qui se fatiguent plus rapidement, mais qui sont très hypertrophiables. Encore une fois, de là le mot force endurance. OK? Donc, quand on fait de la force endurance, on travaille les 1 et les 2A. Pourquoi j'aime commencer avec ce type d'entraînement et pourquoi je vous le suggère également? C'est parce qu'il y a comme une espèce de suite logique, un processus logique à ça qui apparaît ici, là, qui commence avec la mécanique. C'est-à-dire que quand vous êtes un débutant en entraînement et même quand vous êtes avancé et que vous n'avez jamais eu
de bons conseils. Ben, la première chose à comprendre, c'est comment on performe un mouvement, comment on doit exécuter le mouvement. On appelle ça la mécanique du mouvement. Quelles articulations doivent être mobiles et quelles articulations doivent être stables. OK? C'est ça qui va vous garder en sécurité, vous prévenir de blessures, d'apprendre cette mécanique du mouvement-là. Une fois que la mécanique est comprise, on veut être capable de répéter le mouvement avec consistance. Donc, que je vous demande de faire un squat, 5 squats, 10 squats, 15 ou 20 squats, on veut que le premier squat soit aussi bien accompli ou aussi bien performé, non, ça c'est un anglicisme, aussi bien exécuté que le 20e squat. Okay? Donc, ça, c'est, on commence donc à faire un nombre élevé de mouvements pour apprendre la consistance. Et puis, la troisième étape, c'est qu'on rajoute de l'intensité. Donc, une fois que vous avez compris la mécanique, vous êtes capable de la répéter plusieurs fois, ben là, on va commencer à rajouter de plus en plus de répétitions et où on va rajouter de plus en plus de poids. Parce que rappelez-vous, on peut varier de 30 à 77 fait que, on peut jouer un peu avec les poids. Qu'est-ce qui est important de retenir dans ce processus, c'est que l'expression en anglais, c'est practice makes perfect. Plus vous pratiquez un mouvement, plus vous allez être bon à faire ce mouvement-là. Je ne vous apprends rien. Pour faire de la bicyclette, au début, il fallait l'essayer, puis un jour, on a réussi. C'est la même chose en entraînement. Plus vous allez le pratiquer, le mouvement, ben, plus vous allez être capable de le faire, de l'exécuter avec de plus en plus de poids et avec une mécanique impeccable. Okay? Et c'est ce que j'aime dans les entraînements de force-endurance, c'est que c'est beaucoup de répétitions avec des poids qui sont plus faibles. Donc, de manière générale, ça minimise les risques de blessure. Il y a quand même un risque, mais le risque est quand même plus minime. Donc, ça, c'est pour la première suggestion pour les entraînements. Maintenant, la deuxième suggestion d'entraînement, c'est ce qu'on appelle les entraînements de force ou d'hypertrophie, qui, eux, vont utiliser des poids plus lourds, donc des poids de 67 à 87 de notre 1RM, ou qui vont utiliser ou qui vont être exécutés dans des intervalles de temps plus courts, donc de 20 à 60 secondes. Et là, ben, ça, c'est vraiment purement, exclusivement de l'hypertrophie. Donc là, c'est les fibres musculaires 2A qui travaillent. OK? Donc, rappelez-vous, encore une fois, je me répète, je sais que je me répète, mais juste être sûr que vous comprenez toute la matière. Donc, le type 2A, ça, c'est nos fibres musculaires qui se fatiguent relativement rapidement, mais qui sont très hypertrophiables. Donc, si vous voulez augmenter la masse musculaire dans les jambes ou dans les bras, ben, vous allez devoir faire des entraînements en force éventuellement. Vous commencez avec la force endurance, mais éventuellement, ce serait de passer à des entraînements en force. Comme vous pouvez voir, les poids sont plus lourds ou les contractions sont moins longues. Là, si je reprends l'exemple du squat, ça veut dire que si vous êtes capable de faire des squats pendant 1 minute et demie, ben, vous avez dépassé l'intervalle de temps, donc vous n'êtes plus dans la force, vous êtes dans la force endurance. Alors, ce que vous voulez faire, c'est peut-être vous prendre un sac à dos, mettre un peu de poids dans le sac à dos, puis recommencer à faire des squats jusqu'à ce que vous soyez plus capable de dépasser le 60 secondes. OK? Donc, ça, c'est vraiment les entraînements de force spécifiques pour le développement de la masse musculaire. C'est aussi simple que ça, les recommandations de ce qu'il faudrait être fait pour augmenter la masse musculaire. Quelques petits conseils additionnels que je rajoute à la présentation, c'est la première chose, c'est la fréquence. Santé Canada vous recommande de faire ça 2 fois semaine. Moi, je vous le recommande 3 fois semaine si vous voulez voir des résultats rapidement. Sinon, 2 fois semaine, c'est très bien. Même 1 fois semaine, c'est mieux que rien. Et puis, plus que 3 fois semaine, c'est très possible, mais ça va vraiment dépendre, c'est du cas par cas. Je ne commencerai pas par là, en tout cas, c'est sûr, si j'étais un débutant. Et quand on dit 2, 3 ou 4 fois par semaine, ça veut dire, mettons, exemple, ça peut être un entraînement de force endurance, ça peut être un entraînement de force, ça peut être 2 entraînements de force endurance, ça peut être 2 entraînements de force et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment à vous de varier. Je suis un fervent amateur de la variété. Je dis en nutrition que la variété est reine, ben, en entraînement, la variété est reine également.
plus vous variez les mouvements, plus votre système musculaire et neurologique va se développer. OK? Gardez ça en tête. Donc, plus vous bougez de différentes manières, plus vous allez travailler votre système musculaire et neurologique, qui est donc bien important quand on commence à vieillir. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas négliger vos muscles profonds. Alors, je vous l'ai dit, les muscles profonds, c'est surtout les fibres musculaires 1, qui ne sont pas tant hypertrophiables, mais ils sont quand même importants. Parce que la charpente de votre maison, si elle n'est pas solide, ben, à la longue, il y a peut-être des affaires qui vont finir par mal fonctionner, voire briser, voire faire du bruit, squeaker. Donc, on veut avoir une charpente. Puis vraiment, la comparaison de la charpente est excellente avec les muscles posturaux, les muscles profonds, parce que c'est vraiment la charpente de votre maison. Donc, les muscles qui vous permettent de vous tenir droit. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, étant assis, on a tout le temps les épaules voûtées, on est tout le temps courbé par en avant. Ben là, les muscles pour nous redresser, c'est des muscles profonds. Et on veut les travailler spécifiquement. Si on fait des entraînements de type force, on est vraiment en train de travailler surtout les 2A, mais on néglige les types 1. Alors, on veut les travailler de temps en temps, les types 1. Puis je vous dirais plus que de temps en temps, moi, je vous dirais, allez-y 2-3 fois par semaine. Moi, ma recommandation, c'est le Pilates. Je trouve cette méthode super efficace. C'est très agréable aussi parce que ça peut se faire en groupe ou tout seul chez vous devant les vidéos préenregistrées. Bref, mais il y a toutes sortes d'autres façons de le faire, mais le Pilates, pour moi, c'est vraiment la meilleure option. Ensuite, on veut s'étirer quotidiennement. Que vous soyez un sédentaire endurci ou un athlète qui s'entraîne 6 fois par semaine, voire 7 fois par semaine, vous voulez absolument vous étirer parce que les muscles, quand ils ne sont pas utilisés, la zone de contraction, ben en fait, le muscle va raccourcir. Okay? Quand le muscle n'est pas utilisé, il raccourcit, la zone de contraction raccourcit. Quand le muscle est surutilisé, même chose, la zone de contraction raccourcit. Alors, ce qu'on veut faire avec les étirements, c'est leur redonner leur souplesse, leur redonner leur longueur. Comme je vous dis, c'est autant important pour les gens qui s'entraînent qu'ils ne s'entraînent pas du tout. Et puis finalement, mon dernier conseil, ce n'est pas pour vendre mes services, mais la première recommandation, ce serait, si vous êtes débutant, engagez-vous un coach, un entraîneur, un kinésiologue, un ami qui s'y connaît, n'importe qui, c'est pas grave, mais demandez de l'aide à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Vous allez le savoir assez rapidement s'il ne le sait pas, en tout cas, j'espère. Et puis, parce que, vous voulez apprendre la bonne mécanique, c'est vraiment important. Là. Je ne veux pas en rire. Là. Les blessures, c'est grave, ça peut être très grave. Et puis aussi, on veut essayer de s'entraîner en groupe parce que c'est toujours plus simple quand on est en train de s'entraîner avec d'autres gens. On est des bébites sociales, on a besoin d'avoir des interactions sociales. Donc, je vous conseille vivement d'aller faire ça en groupe si c'est possible, quand c'est possible. Et finalement, de le faire avec un sourire. Parce que les recherches ont démontré que quand vous souriez, votre corps reçoit le signal, que l'effort n'est pas si pire que ça. Alors, quand vous êtes en train de faire un workout qui est vraiment difficile, qui vous demande tout votre change, puis vous avez juste envie d'abandonner, bien, souriez. Là, j'essaie de sourire en même temps que je vous parle. Parce que votre corps va recevoir, encore une fois, le message que, hey, c'est pas si pire que ça, on est en train de sourire, donc ça ne doit pas être un 10 sur 10 ce workout-là, ça doit être un 9 sur 10 ou un 8 sur 10. Donc, ça va grandement vous aider.